Les années 1960 nous ont donné des géants cinématographiques. Psychose, 2001, Lawrence d'Arabie. Mais alors que les projecteurs étaient braqués sur les grands noms, des dizaines de chefs-d'œuvre sont passés dans l'ombre. Certains étaient trop audacieux, trop étranges, ou simplement trop en avance sur leur temps. Dans cette vidéo, nous découvrons 15 autres pépites cachées du cinéma des années 60, des films qui osaient troubler, mystifier et dévaster émotionnellement. Ils sont envoûtants, ils sont magnifiques, et elles vous épateront. Commençons par 5 qui sont passés entre les mailles de l'histoire. Le visage d'un autre, 1966, réalisé par Hiroshi Teshigahara. Que se passe-t-il quand un homme perd son visage et avec lui son âme dans The Face of Another? Un employé de bureau subit de graves brûlures au visage lors d'un accident d'usine, le laissant bandé, isolé et sombrant dans le désespoir. Mais l'espoir arrive sous la forme d'un psychiatre mystérieux qui lui propose une solution. Un masque ultra réaliste sur mesure, un nouveau visage, une nouvelle identité, une seconde chance. Mais ce qui commence comme une libération devient lentement une obsession, puis une folie. Une fois que l'homme met le masque, son comportement change. Il devient plus audacieux, plus manipulateur et dangereusement détaché. Il séduit sa propre femme en prétendant être un étranger, testant non seulement sa loyauté, mais les limites de la moralité elle-même. Est-il toujours lui-même ou est-il quelqu'un d'autre? Maintenant, le masque ne couvre pas seulement sa défiguration, il éveille quelque chose d'enfoui profondément et sombre. Hiroshi Teshigahara utilise des visuels surréalistes, un cadrage clinique et une architecture envoûtante pour transformer Tokyo en un lieu psychologique. Labyrinthe. Les ombres s'étirent de façon peu naturelle, les conversations deviennent étrangères et la réalité commence à se brouiller. Le film ne questionne pas seulement l'identité, il le démonte, demandant si la personnalité est superficielle ou profonde. Il y a aussi une sous-intrigue, celle d'une fille défigurée, dont l'histoire fait écho à celle de notre personnage principal, renforçant le thème selon lequel l'apparence extérieure peut être à la fois une prison et une arme. Au fur et à mesure que le récit se resserre, l'emprise de la paranoïa se renforce, et le public devient prisonnier de la désintégration d'un homme, Psyché. Rarement un film a-t-il si efficacement combiné science-fiction, philosophie et horreur psychologique. Le visage d'un autre n'est pas seulement troublant, il est inébranlable, une lente descente cérébrale vers la perte d'identité et l'ambiguïté morale qui vous poussera à vous interroger sur votre identité bien après le générique. Quatermass et le piège, 1967, réalisé par Roy Ward Baker. Creusez trop profondément et vous pourriez découvrir quelque chose que vous n'étiez jamais censé trouver. Dans Quatermass and the Pit, des ouvriers du bâtiment à Londres tombent sur ce qui semble être une bombe de l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Mais lorsque les scientifiques arrivent pour enquêter, il devient clair que ce n'est pas une bombe. C'est quelque chose de plus ancien et qui n'est pas de cette terre. À l'intérieur de l'objet se trouvent des restes insectoïdes, des formes de vie extraterrestres mortes depuis longtemps qui défient toute explication, et leur découverte commence à déclencher des phénomènes psychiques inexplicables à travers la ville. Le professeur Quatermass, le héros sceptique de la série de science-fiction britannique, devient notre guide à travers cette spirale mystérieuse. Il soupçonne que ces créatures sont des martiens qui ont manipulé l'évolution humaine précoce. En d'autres termes, ils nous ont peut-être créés, et cet héritage terrifiant est encore enfoui dans notre ADN. Le film joue comme une bombe à retardement. Alors que les chercheurs fouillent le passé, ils commencent à éveiller des instincts primaires et violents dans la population. Des émeutes éclatent, les hallucinations se multiplient. Des visions fantomatiques d'extermination massive apparaissent dans l'esprit des gens. C'est en partie une histoire d'invasion extraterrestre, en partie une horreur évolutive, et en partie un thriller apocalyptique. Là où Quatermass and the Pit brille, c'est dans ses idées. Il ne s'intéresse pas au sursaut, mais au psychologique. Malaise. Et si les pulsions les plus sombres de l'humanité, la violence, la xénophobie, la destruction, n'étaient pas simplement des défauts mais des traits programmés, des traits laissés par quelque chose de non humain. Les effets spéciaux peuvent sembler modestes aujourd'hui, mais l'atmosphère est glaçante, les concepts en avance sur leur temps et le commentaire social percutant. Cela a annoncé The X-Files, Prometheus et même Annihilation, des années avant que ces histoires ne soient jamais conçues. Cela se termine par une ville en chaos et une réalisation glaçante. Nous ne sommes pas seulement des descendants de singes, nous pourrions être des descendants de monstres. C'est un rebondissement qui restera en vous et vous fera regarder vos propres instincts d'un autre œil. Ce Sporting Life, 1963, réalisé par Lindsay Anderson. Frank Machin est en colère, non seulement contre le monde, mais contre la vie elle-même. Ce Sporting Life est l'histoire d'un mineur de charbon qui devient une star du rugby.
Mais contrairement à la plupart des drames sportifs, il n'y a pas de gloire ici. Frank est brutal sur le terrain et encore plus brutal en dehors. Son succès lui apporte de l'argent et de la reconnaissance, mais cela ne peut pas lui acheter la seule chose qu'il désire vraiment, amour. Richard Harris offre une performance brute et électrisante, si intense qu'on a l'impression qu'il se déchire à l'écran. La relation de Frank avec sa logeuse, Margaret, interprétée par Rachel Roberts, est le cœur du film. Mais ce n'est pas un conte de fées. Margaret est fragile, en deuil de la mort de son mari, et elle est terrifiée par l'énergie volatile de Frank. Pourtant, il insiste, il exige. Il ne sait pas aimer, seulement se battre. Le film alterne entre des combats brutaux le jour du match et des moments domestiques calmes et douloureux. Chaque coup que Frank lance sur le terrain résonne comme les coups émotionnels qu'il porte en privé. Et quand il obtient enfin ce qu'il pense vouloir, c'est trop tard. Il l'a déjà gâché. La réalisation de Lindsay Anderson est austère et froide, capturant l'Angleterre industrielle dans toute sa période d'après-guerre. Morne. Il n'y a pas de romantisme ici, seulement des ciels gris, des âmes douloureuses et des gens désespérés de fuir leur situation. L'histoire déchire le mythe de l'homme autodidacte et expose les dommages que la masculinité, la fierté et la répression émotionnelle peuvent causer. C'est un film de sport, oui, mais il s'agit vraiment de solitude, de comment certains hommes confondent violence et intimité, et de comment le succès ne signifie rien si vous êtes émotionnellement en faillite. À la fin, vous ne célébrez pas Frank. Vous pleurez, lui, et vous réalisez que ce n'est pas un conte de victoire. C'est une tragédie chaussée de crampons. Le procès, 1962, réalisé par Orson Welles. Vous vous réveillez un matin et on vous dit que vous êtes en état d'arrestation. Vous demandez pourquoi et personne ne répond. Le procès, basé sur le roman obsédant de Franz Kafka, vous plonge dans un cauchemar sans logique. Anthony Perkins joue Joseph K., un employé de bureau au caractère doux qui se retrouve poursuivi pour un crime non nommé. Il ne découvre jamais ce qu'il a fait. Il n'obtient jamais de réponse claire. Et tandis qu'il poursuit la justice, le monde devient de plus en plus déformé, plus absurde, plus terrifiant. Orson Welles transforme la terreur littéraire de Kafka en un labyrinthe visuel d'oppression. Les couloirs s'étendent à l'infini. Les pièces penchent et se dressent. Les portes s'ouvrent sur le néant. Les bureaucrates parlent avec des répliques apprises par cœur. Chaque personne que Joseph rencontre semble savoir quelque chose qu'il ignore et personne ne veut aider. L'horreur ici est existentielle. Joseph n'est pas torturé ou battu. Il est ignoré, déshumanisé, ballotté sans fin à travers un système conçu pour le briser par confusion. Le système n'a pas besoin de violence. Il gagne en étant incompréhensible. Anthony Perkins, seulement 1 an après Psychose, est fascinant. Son Joseph est nerveux, confus, désespéré de vouloir contrôler, mais toujours un pas derrière. Son visage dit tout. C'est sûrement une erreur, mais la tragédie est que ce ne l'est peut-être pas. Peut-être que la société n'a pas de place pour quelqu'un comme lui. Welles ne se contente pas de filmer l'histoire. Il la sculpte dans l'anxiété. Les scènes se brouillent. Le son et l'espace se chevauchent. Vous avez l'impression de vous noyer dans la paperasse, la surveillance et l'indifférence glaciale. Et à la fin, quand le marteau tombe finalement, vous réalisez que ce n'était pas un procès. C'était une exécution dès le début. C'est l'un des films les plus troublants jamais réalisés, non pas à cause du sang, mais parce qu'il reflète un système que nous reconnaissons encore aujourd'hui, un monde où les innocents se perdent dans la bureaucratie et où la justice n'est qu'un mot. Le Trou, 1960, réalisé par Jacques Becker. La plupart des films d'évasion de prison sont palpitants. Le Trou est transcendant. Basé sur une véritable tentative d'évasion de la prison de la Santé à Paris, Le Trou raconte l'histoire de 5 détenus planifiant leur évasion. Mais Jacques Becker ne s'intéresse pas aux sensations bon marché. Il nous montre tout, chaque boulon dévissé, chaque carreau de sol soulevé, chaque cuillerée de terre cachée. C'est le réalisme à son état pur, et c'est absolument captivant. Nous suivons le nouveau compagnon de cellule, Gaspard, alors qu'il est accueilli dans le groupe. Il semble digne de confiance, mais la confiance est dangereuse ici. Au fur et à mesure que les plans se déroulent, les tensions montent. Un faux pas pourrait les condamner. Tout. Et Becker ne s'appuie pas sur une musique dramatique ou des mouvements de caméra tremblants. Il utilise le silence, le rythme et le détail pour construire une tension insoutenable. Une grande partie du film a été tournée avec le véritable ex-détenu, Jean Corrodi, qui avait vécu cette histoire. Cette authenticité imprègne chaque scène. Vous avez l'impression d'être là, dans la cellule, rampant à travers ce tunnel étroit, retenant votre souffle avec eux. Ce qui est remarquable, c'est le poids émotionnel sous-jacent. À mesure que l'évasion approche, nous voyons des liens se former, des amitiés qui semblent réelles, non scriptées. Et lorsque le revirement inévitable arrive, il ne choque pas seulement. Il fait mal, parce qu'à ce moment-là, on croit en ces hommes.
Vous êtes de leur côté, et leur destin devient personnel. Le trou n'est pas seulement une évasion de prison, c'est de l'espoir, trahison et la fragilité de la confiance. Becker est décédé peu après l'avoir terminé, en faisant son dernier chef-d'œuvre. C'est un chant du cygne si puissant, si précis, qu'il établit le standard d'or pour chaque film d'évasion qui a suivi. Si vous pensez connaître les films de prison, regardez Le Trou. Il creuse bien plus profond que les autres. The Incident, 1967, réalisé par Larry Pierce. Cela commence par un trajet en métro tranquille. Cela se termine par un carnage psychologique absolu. The Incident est l'un des films les plus terriblement réalistes des années 1960. Et pourtant, presque personne n'en parle. Situé presque entièrement dans une rame de métro de New York tard dans la nuit, le film piège 17 inconnus dans une voiture. Ce sont des gens ordinaires. Un jeune couple, un vieil homme, un homme gay cachant son identité, des soldats, des enfants. Ils ne se connaissent pas. Ils n'ont rien en commun. Et puis, deux jeunes voyous montent dans le train. Ce ne sont pas des méchants de films exagérés. Ils sont effroyablement crédibles. Interprétés par Tony Musant et un jeune Martin Sheen dans son premier rôle glaçant, le duo commence à intimider, se moquer et tourmenter chaque personne dans le wagon. Ce qui commence comme un harcèlement mesquin s'intensifie en menaces, humiliations et un jeu psychologique à combustion lente. La guerre. Et voici le coup de poing au ventre. Personne ne fait rien. Tout le monde regarde, paralysé par la peur, en espérant que ça passera. La caméra de Larry Pierce vous maintient confiné à l'intérieur de la voiture. Vous devenez l'un des passagers. Vous ressentez la tension monter à chaque regard, chaque insulte, chaque moment d'hésitation. Le film devient une étude brutale du syndrome du spectateur, où de bonnes personnes n'agissent pas, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ont peur. Il n'y a pas de musique, pas d'éclairage cinématographique. C'est crasseux, granuleux et claustrophobiquement réel. Et c'est ce qui le rend si puissant. La violence n'est pas stylisée, c'est horriblement banal. La peur ne vient pas de sursaut. Elle vient de se reconnaître parmi ces visages silencieux, en se demandant « Aurais-je fait quelque chose ?» À la fin, l'incident n'offre pas de rédemption. Il offre réflexion et malaise. Cela vous force à confronter vos propres limites. C'est l'un des thrillers les plus intenses, éprouvants et socialement conscients de son époque, oublié par le temps, mais inoubliable une fois vu. Si, 1968, réalisé par Lindsay Anderson. Cela commence dans un internat britannique. Cela se termine par une révolution. If est un film qui vous défie de remettre en question l'autorité, puis qui la réduit en cendres. Réalisé par Lindsay Anderson et mettant en vedette un jeune Malcolm McDowell magnétique dans ses débuts au cinéma, cette satire surréaliste est à la fois un drame initiatique, une rébellion politique et un rêve fiévreux. Elle ne se contente pas de briser les règles, elle les anéantit. L'histoire se concentre sur Mick Travis, un étudiant rebelle, lassé des traditions oppressives et de la brutalité rituelle de son élite. École. Les préfets, élèves de classe supérieure qui ont du pouvoir sur les autres, sont cruels et sadiques. Les enseignants prêchent la conformité. La punition pour avoir franchi la ligne. Coups en public, humiliation et torture mentale. Mais Mick ne se soumet pas. Il bouillonne de mépris. Il sourit devant l'injustice. Et lentement, le film commence à glisser dans le surréalisme. Des scènes sont tournées en noir et blanc, sans explication, raison. La logique commence à se tordre. Les rêves et la réalité se brouillent. C'est comme si la prise suffocante de l'institution déformait le monde lui-même. Et puis, dans l'acte final, les étudiants ne font pas que résister. Ils se soulèvent. Des armes apparaissent. La fumée s'élève. Et une véritable révolution dirigée par les étudiants éclate sur le terrain de l'école. C'est explosif, terrifiant et symbolique. Est-ce vraiment arrivé ou est-ce juste la fantaisie de rébellion de Mick? Le film ne le dit pas. C'est là tout son génie. Si est une critique de la hiérarchie, de la tradition, de la violence et de l'obéissance aveugle. Il est venu à la fin d'une décennie tumultueuse, faisant écho à l'esprit des mouvements de jeunesse et de la rage anti-establishment en effervescence, partout dans le monde. Il a capturé ce moment précis où le système s'est fissuré et ceux d'en dessous se sont enfin rebellés. Malcolm McDowell est hypnotique, à la fois charmant et dangereux. On ne sait jamais vraiment si Mick est un héros ou un sociopathe en devenir, mais c'est peut-être là le point. Lorsqu'un système engendre la violence, même ses rebelles deviennent terrifiants, audacieux, mordants et encore dangereux après toutes ces années. n'est pas juste un film, c'est un appel aux armes déguisé en pièce scolaire. The Servant
19. 1963. Réalisé par Joseph Losey. Le pouvoir ne vient pas toujours d'en haut. Parfois, il s'insinue par le bas. The Servant est un thriller psychologique se déroulant dans les élégants salons de la haute société londonienne. Mais sous ces surfaces polies se cache une profonde pourriture de manipulation, de lutte des classes et de dépendance toxique. Ce qui commence comme une simple relation employeur-domestique devient un jeu de pouvoir tordu qui inverse complètement les rôles. Tony, joué par James Fox, est un jeune homme riche qui engage Hugo Barrett, interprété avec un éclat glaçant par Dirk Bogarde, comme son domestique. Au début, Barrett est l'image même de l'obéissance, parlant doucement, professionnel et respectueux. Mais lentement, presque invisiblement, il commence à déstabiliser le équilibre. Il présente à Tony sa sœur, une jeune femme séduisante qui est clairement plus qu'elle ne prétend être. Il s'immisce dans la vie personnelle de Tony. Il observe, attend et bondit. Alors que Tony commence à s'effondrer, buvant davantage, doutant de lui-même, se dérobant à ses responsabilités, Barrett devient plus fort, plus sûr de lui. La dynamique de pouvoir s'inverse. Le serviteur devient le maître, et ce qui était autrefois un symbole de contrôle aristocratique est maintenant prisonnier dans son propre. Joseph Losey réalise avec une précision glaciale, utilisant des miroirs, des escaliers et de longs silences pour instaurer un sentiment constant de malaise. Le scénario incisif de Harold Pinter laisse tout légèrement ambigu, rendant la guerre psychologique d'autant plus obsédante. Au fond, The Servant parle de contrôle et de corruption, de la manière dont les gens abandonnent le pouvoir non pas d'un seul coup, mais par petites doses empoisonnées. Il s'agit de favoriser sa propre chute sans même s'en rendre compte. Dirk Bogarde est captivant, une performance qui passe de servile à sinistre sans jamais élever la voix. Il n'en a pas besoin. La manipulation est silencieuse, chirurgicale, dévastatrice. Si vous aimez les films qui bouillonnent de tension, qui explorent le côté sombre de la classe et de l'identité, The Servant est un incontournable absolu. Cela vous laissera remettre en question chaque sourire poli et chaque porte ouverte. Brûlé, 1969, réalisé par Gillo Pontecorvo. La rébellion prend de nombreux visages. Parfois, elle arbore même un accent britannique. Dans Burn, également sorti sous le titre Quemada, Marlon Brando incarne Sir William Walker, un agent britannique cynique envoyé sur une île caribéenne fictive pour provoquer une révolte d'esclaves. Mais ne vous laissez pas tromper, il n'est pas là pour libérer, il est là pour manipuler. Le sucre de l'île a de la valeur et il est là pour s'assurer que les bonnes personnes le contrôlent. Pour Walker, la révolution n'est qu'une stratégie commerciale. Il trouve son pion en José Dolores, un esclave fougueux et charismatique qui devient le chef de la rébellion. Sous la guidance subtile de Walker, le peuple se soulève. Le gouvernement colonial s'effondre. Victoire. Mais, puis la trahison. Walker, travaillant pour de nouveaux investisseurs, revient des années plus tard pour abattre Dolores. Le même homme qui a allumé le feu est maintenant là pour l'éteindre. Burn est un film brûlant et moralement complexe qui déchire le romantisme de la Révolution. Il s'agit de la manière dont les puissances impériales instrumentalisent les soulèvements, transformant l'espoir en levier et les dirigeants en outils. La performance de Brando est glaçante dans son calcul froid, et le film pose la question: la liberté est-elle toujours liberté si elle vous a été donnée par votre ennemi? La cinématographie capte la chaleur, littérale et métaphorique. La sueur scintille, les flammes rugissent, la tension entre Walker et Dolores brûle d'un poids philosophique. L'un se bat pour un principe, l'autre pour le profit. À la fin, Dolores refuse de trahir et en paie le prix. Et Walker, il s'éloigne jusqu'à ce que le destin le rattrape. Réalisé par Gillo Pontecorvo, surtout connu pour la bataille d'Alger, Brûlé n'est pas facile à regarder, mais c'est essentiel. Ce n'est pas seulement une question de politique. C'est à propos du cynisme qui anime les empires, de la corruption derrière chaque idéal, et du prix de la véritable résistance. Si jamais un film a mérité son titre, Burn transperce directement votre conscience. The Naked Kiss, 1964, réalisé par Samuel Fuller. Dès la première scène, une femme chauve frappant furieusement un homme avec son sac à main. Vous savez que The Naked Kiss va briser. Attente. Écrit et réalisé par Samuel Fuller, ce mélodrame noir et dur raconte l'histoire de Kelly, une prostituée qui échappe à son passé violent et s'installe dans une petite ville américaine tranquille et idéale. Elle veut une nouvelle vie. Normal. Elle devient infirmière dans un hôpital pour enfants handicapés.
Elle tombe même amoureuse du plus homme respecté. Mais, à la manière de Fuller, tout n'est pas ce qu'il semble. Le parcours de Kelly est une lutte pour la dignité et la rédemption, et elle se bat comme une diablesse pour surmonter son passé. Mais la ville ne veut pas qu'elle y parvienne. Malgré sa gentillesse et sa transformation, elle est toujours considérée comme abîmée. Et juste au moment où elle pense avoir enfin trouvé la paix, une demande romantique de la part du riche philanthrope de la ville, le tapis se dérobe. Son fiancé a un secret horrible, impardonnable. Le film bifurque brutalement vers un territoire sombre. L'histoire devient une critique féroce de l'hypocrisie, du pouvoir, et de qui a droit au pardon dans la société bien pensante. Kelly, autrefois humiliée à cause de son passé, est la seule suffisamment courageuse pour affronter vraiment mal, et la ville se retourne à nouveau contre elle. Samuel Fuller réalise avec une fureur brutale, directe, bruyante et intrépide. Il ne ménage pas les tabous. Il enfonce les portes. Pourtant, au sein du chaos, il y a un véritable poids émotionnel. Constance Towers livre une performance remarquable dans le rôle de Kelly, dure mais vulnérable, brisée mais inflexible. Elle n'est pas juste une femme fatale, c'est une survivante. The Naked Kiss ne suit pas les règles. Il les expose, les tourne en dérision, puis les déchire. C'est une histoire criminelle, un conte moral, un cri féministe et une tranche tordue d'Americana. Tout cela en un. Si vous voulez un film qui commence à 100 et ne revient jamais en arrière, ce joyau caché vous laissera sans souffle et meurtri. The Pumpkin Eater, 1964, réalisé par Jack Clayton. Certains films crient. The Pumpkin Eater murmure, et d'une certaine manière, ça frappe encore plus fort. Anne Bancroft joue le rôle de Jo Armitage, une femme qui se noie sous le poids de la maternité, du mariage et d'un désespoir émotionnel silencieux. Elle a eu de nombreux enfants, peut-être plus de 10, et pourtant, on lui dit que son vide doit signifier qu'elle veut plus. Son mari, Jake, interprété avec une cruauté désinvolte par Peter Finch, est distant, infidèle et rancunier. Mais Jo continue d'essayer d'être la bonne épouse, la bonne mère, la bonne femme. Ce qui se déroule est un portrait dévastateur de la douleur féminine réprimée. Jo n'est pas bruyante. Elle n'est pas hystérique. Elle chute simplement en silence. Chaque conversation est un couteau. Chaque scène est un miroir, montrant à quel point elle a peu de contrôle sur sa propre vie. Et, lorsqu'elle apprend les aventures de Jake, son monde commence à se fissurer, et pourtant, elle n'explose pas, elle implose. La douleur se tourne vers l'intérieur, et le film, tourné en noir et blanc saisissant, parfois claustrophobe, reflète sa désintégration intérieure. Pièce vide, silence, ombre. Le script d'Harold Pinter est succinct, mais incisif. Chaque mot compte. Chaque silence compte davantage. La direction de Jack Clayton ne moralise jamais. Elle observe simplement. Et Bancroft, elle livre ce qui pourrait être la performance la plus obsédante de sa carrière. Il y a une scène dans une cabine insonorisée, incapable d'entendre le monde, où son effondrement silencieux en dit plus que n'importe quel monologue. Explorer la condition féminine dans une société qui assimile la féminité à la reproduction, à l'obéissance et à l'endurance émotionnelle. C'est sur le prix que les femmes paient pour être tout pour tout le monde, et comment elles disparaissent lentement dans le processus. Ce n'est pas tape à l'œil, ce n'est pas explosif, mais c'est honnête, et cela va droit au cœur. Regardez-le quand vous êtes prêt à ressentir quelque chose. Réel. I Start Counting, 1969, réalisé par David Green. Les récits d'apprentissage sont rarement aussi glaçants. Dans I Start Counting, Wynne, une adolescente interprétée par Jenny Agutter, vit avec sa famille adoptive à la périphérie d'une banlieue londonienne. Elle a 14 ans, est innocente, imaginative, et a le béguin pour son frère adoptif bien plus âgé, George. Cela seul déclenche des sonnettes d'alarme. Mais ensuite, elle commence à soupçonner que George pourrait être le tueur en série responsable d'une série de meurtres récents dans la zone. Ce qui suit est un thriller psychologique envoûtant, à combustion lente, enveloppé de désirs adolescents et d'émotions. Confusion. Wynne ne confronte pas ses peurs. Elle les enterre. Sa suspicion grandit en même temps que son infatuation. Elle est répugnée par George, et pourtant elle veut tellement qu'il soit innocent qu'elle s'accroche au déni. Le film est imprégné de tension. Chaque regard, chaque murmure. Chaque fois que George rentre tard, vous ne savez pas si Wynne imagine des choses ou si ses instincts sont terriblement justes. Cette incertitude alimente une inquiétude constante. Mais But I Start Counting n'est pas juste un thriller. C'est sur l'espace flou et dangereux entre l'enfance et l'âge adulte. Wynne découvre son corps, ses émotions,
et la dure vérité du monde adulte, tout à la fois. Le mystère du meurtre devient une métaphore de la perte de l'innocence et de la trahison de la confiance. La cinématographie capture une Angleterre des années 60, saisie entre deux époques, avec son étalement urbain, ses terrains vagues et ses nouveaux lotissements qui s'élèvent comme des tombeaux de béton. C'est sombre, mais magnifique, et cela rend l'isolement émotionnel de Wynne encore plus palpable. Jenny Agutter est stupéfiante, sa performance équilibre naïveté et intelligence, désir et peur. Vous souffrez pour elle, vous avez peur pour elle. À la fin, la question n'est pas seulement « George est-il le tueur ?» C'est « Qu'est-ce que cela signifie s'il l'est et qu'est-ce que cela signifie s'il ne l'est pas ?» L'une ou l'autre réponse est dévastatrice. Le manuscrit trouvé à Saragosse, 1965, réalisé par Wojciech. Et si vous ouvriez un livre et tombiez dedans pour réaliser que chaque histoire à l'intérieur parlait de vous, le manuscrit trouvé à Saragosse est l'un des films les plus déroutants des années 1960, une fantaisie labyrinthique de Pologne qui défie toute logique et tout genre. L'histoire commence pendant les guerres napoléoniennes, lorsqu'un soldat trouve un manuscrit mystérieux. Alors qu'il le lit, nous plongeons dans le récit d'Alphonse van Worden, un noble voyageant à travers l'Espagne qui tombe dans une série d'aventures oniriques impliquant des auberges hantées, des sœurs séduisantes, des fantômes, des kabbalistes, des bandits et duels. Mais voici le rebondissement. Des histoires dans les histoires dans les histoires. Un personnage commence à raconter un récit et cette histoire emmène à une autre, puis à une autre, jusqu'à ce que tout le récit devienne une galerie de miroirs. Vous perdez la notion de ce qui est réel, ce qui est rêve, et ce qui est hallucination, et c'est précisément le but. Le réalisateur Wojciech Haas crée un film qui donne l'impression de tomber dans un rêve fiévreux. La cinématographie est surréaliste et hypnotique. Les costumes changent, les chronologies se brisent, la logique disparaît, et d'une manière ou d'une autre, vous ne pouvez pas détourner le regard. Les thèmes sont infinis. Le destin, le temps, la narration, la tentation, l'honneur, folie. Le film ressemble à un trip acide du XVIIe siècle. Il a inspiré des artistes comme Luis Buñuel, Jerry Garcia et même Terry Gilliam. Martin Scorsese l'a qualifié de favori personnel, et pourtant, à ce jour, il reste largement méconnu en dehors des cinéphiles acharnés. Cercle. Ce qui le rend inoubliable, c'est son engagement envers le mystère. Il ne s'explique jamais. Il vous séduit par la possibilité, puis vous laisse interpréter les significations, ou accepter qu'il n'y en a peut-être pas. La vraie question n'est pas ce qui se passe dans le manuscrit trouvé à Saragosse. C'est, pouvez-vous vous détacher suffisamment pour l'expérimenter? C'est du cinéma, comme de la magie, pur, étrange et vivant. The Shooting, 1966, réalisé par Monte Hellman. Dans l'immensité vide du désert, même la raison commence à s'effacer. The Shooting est un western minimaliste, avec l'âme d'un film d'horreur existentialiste. Tourné avec un budget très réduit, ce joyau oublié met en scène Warren Oates dans le rôle d'un chasseur de primes et Jack Nicholson dans l'un de ses premiers et plus étranges rôles, comme un tireur mystérieux, peut-être déséquilibré. Ils sont engagés par une femme sans nom, interprétée avec un détachement glacé par Millie Perkins, pour la guider à travers le désert, mais elle ne dira pas pourquoi, ou vers où ils se dirigent. Au fur et à mesure que le voyage se déroule, la tension monte. La femme reste froide, énigmatique. Le terrain devient plus désolé, le soleil plus accablant, et un autre cavalier semble les traquer, une silhouette spectrale en noir. Ce qui commence comme une lente randonnée traditionnelle dégénère en effondrement psychologique, paranoïa, mort, délire. Et ensuite, l'une des fins les plus glaçantes de l'histoire du western. Monte Hellman dépouille le genre. Pas de saloon, pas de duel, pas de héros, juste le vide, la suspicion et le destin qui érode la détermination humaine. Le silence est assourdissant. Les regards durent trop longtemps et l'intuition dans vos tripes vous dit que quelque chose de très mauvais arrive. Jack Nicholson, même dans ses premières années, est magnétique. Il est dangereux, mais vous ne pouvez pas détourner le regard. Et Oates offre l'une de ses performances les plus sous-estimées. Un homme essayant de faire ce qui est juste, mais se désagrégeant au fil des kilomètres. À la fin, lorsque la vérité est révélée, elle ne choque pas, elle hante, parce que dans le monde de The Shooting, les réponses ne vous libèrent pas, elles vous détruisent. C'est un western fait pour ceux qui aiment le mystère, l'angoisse et l'ambiguïté. C'est court, étrange et inoubliable, un film culte qui mérite bien plus d'attention qu'il n'en a jamais eu. Vous venez de découvrir 15 joyaux cinématographiques époustouflants des années 60. Des films qui ont défié, perturbé et redéfini ce que les films pouvaient être. Lequel vous a le plus choqué,
ou avons-nous oublié un chef-d'œuvre oublié que vous adorez? Partagez-le dans les commentaires. Si vous êtes passionné par les trésors perdus et les secrets cinématographiques, cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous pour en voir plus, et partagez cette vidéo avec un cinéphile qui a besoin d'être époustouflé.